83 000 milliards de francs guinéens, soit l'équivalent de 15 milliards de dollars. Ceci représente la richesse globale réelle générée sur le territoire économique de la Guinée en 2023. En termes économiques, nous appelons cela le produit intérieur brut en valeur réelle, c'est-à-dire le PIB nominal corrigé du l'état de l'inflation. Ces chiffres vous paraissent ahurissants, n'est-ce pas? Et pourtant bien moindres comparés à certains de nos voisins. Lorsque nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire qui a généré la même année 72 milliards de dollars, soit 6 fois le PIB réel de la Guinée de la même année. Un peu plus loin de nous, lorsque nous prenons le cas du Nigeria qui a généré 550 milliards de dollars, soit 36 fois le PIB réel de la Guinée pour la même année. Et le Nigeria pèse à lui seul 65% de la richesse globale de l'Afrique de l'Ouest pour la même année. Donc plus de la moitié de la richesse globale de l'Afrique de l'Ouest est générée par un seul pays, le Nigeria. Nous allons étaler notre analyse à l'Afrique tout entière, dont la richesse globale créée en 2023 est évaluée à 2820 milliards de dollars. Ce sont des chiffres simplement astronomiques. Mais allons un peu plus loin, sortons un peu du continent. Quelque part en Asie, il y a la Chine, l'usine du monde, qui génère à lui seul 2820 milliards de dollars. Un seul pays, la Chine, qui produit une richesse représentant 6 fois la richesse globale de l'Afrique pour la même année. Et d'ailleurs, lorsqu'on étale l'analyse aux États-Unis, qui est la première puissance économique du monde, ce pays est simplement magnifique. Ils ont produit une richesse de 22 062 milliards de dollars en 2023, ce qui représente 8 fois la richesse globale générée par l'Afrique en 2023. Je vais donc me présenter. Je suis Panoubala Sakourodi, économiste, notamment expert en analyse des politiques économiques. Je suis lauréat donc, de l'école des hautes études en gestion des politiques économiques de l'université Fouette-Poigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le thème de notre analyse, c'est croissance économique et développement en Afrique de l'Ouest, cas particulier de la Guinée. Avant de détailler ce thème, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne. Donc, cette cloche, vous pouvez vraiment pour nous soutenir, vous abonner à travers cette cloche. Et de simples pouces j'aime pourraient également nous aider afin de continuer à générer ces vidéos pour vous. Nous allons donc aborder notre thème en deux grands temps. Nous allons dans un premier temps passer en revue la littérature économique sur un thème central, donc le thème central de notre analyse qui est le développement. Quelles sont les différentes acceptions du développement? Pour passer ensuite à la deuxième partie qui va consister, n'est-ce pas, à des analyses beaucoup plus pragmatiques de certains chiffres sur l'économie de l'Afrique de l'Ouest, notamment de la Guinée, donc des chiffres, des tableaux et des graphiques que nous allons ensemble commenter ensemble pour nous permettre de mieux comprendre les concepts abordés dans cette analyse. Donc, la première partie de notre analyse, la notion de développement. Qu'est-ce que le développement selon vous? Eh bien, beaucoup d'experts, dont la plupart ont été des prix Nobel, se sont posés la même question à un certain moment de l'histoire. Et différentes définitions en ont découlé. Ces définitions, nous pouvons les catégoriser en trois grands blocs. Il y a premièrement le bloc de l'économie classique qui définit le développement comme une augmentation soutenue du produit intérieur brut par habitant, donc le produit intérieur brut réel par habitant, accompagné d'une transformation structurelle de l'économie. L'un des éminents économistes donc, de ce courant est François Pérux, qui propose une définition beaucoup plus poussée en disant que
le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à croître cumulativement et durablement son produit réel global. Cette définition a le mérite de prendre en compte l'approche, n'est-ce pas, sur le temps, donc une approche soutenue, une approche temporelle, une augmentation soutenue du PIB d'une année à l'autre. Par contre, il est reproché à cette approche d'ignorer un aspect crucial du développement, c'est-à-dire les inégalités. Lorsque la richesse est créée, comment elle est répartie. C'est donc à la suite de ces limites que nous abordons la deuxième approche du développement qui est l'approche basée sur les inégalités et la justice sociale. Et la définition principale qui se dégage de cette approche est ceci. Le développement consiste à réduire simplement les inégalités économiques, sociales et territoriales. Réduire les inégalités entre les individus, entre les couches sociales et entre les territoires. Lorsque nous prenons le cas de la Guinée, l'État fait un effort pour que les niveaux de développement soient similaires en Basse-Guinée, en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Guinée forestière. Donc, l'économiste éminent Joseph Stiglitz fait partie notamment de ceux qui ont davantage travaillé sur, n'est-ce pas, ce courant de pensée. Et les indicateurs qui permettent de mesurer notamment cette approche du développement sont l'indice de Gini et le taux de pauvreté. Nous avons déjà parlé du PIB dans la première approche, c'est-à-dire l'approche classique. Il est reproché cependant à cette deuxième approche, l'approche basée sur les inégalités, la difficulté de mise en œuvre par les différentes politiques publiques. Donc, c'est connu même au niveau international, donc à l'échelle universelle, que réduire les inégalités est très difficile. C'est d'ailleurs un vieux serpent de mer au niveau des différentes politiques. Lorsque nous prenons le cas en France, c'est un débat qui anime la cité depuis des années. Nous allons terminer par la troisième approche, qui est une approche basée sur le développement humain. Donc la définition qui se dégage de cette approche est ceci. Le développement est le processus d'expansion des capacités humaines, c'est-à-dire la liberté réelle d'accéder à une vie digne. Cette approche est notamment portée par le PNUD et est basée sur un indicateur crucial, l'IDH, donc l'indice de développement humain, qui prend en compte l'espérance de vie des individus. Donc, plus on se développe, plus on vit longtemps, plus on a un niveau d'éducation viable et un revenu viable. L'une des forces de cette approche, c'est le fait d'intégrer les trois indicateurs que je viens de citer, c'est-à-dire l'espérance de vie, l'éducation et le revenu. Par contre, cette approche tend également à négliger l'aspect des inégalités. Donc voici grosso modo les différentes approches de définition du développement avec les grands auteurs que nous avons cités, avec les indicateurs qui permettent de mesurer le niveau de développement d'un pays à l'autre et les limites, n'est-ce pas, de ces trois approches. Ceci étant, nous allons passer à la deuxième partie de notre analyse qui va davantage être basée, n'est-ce pas, sur les tableaux, les graphiques et les courbes. Après la revue théorique, nous allons donc passer à l'analyse statistique, comme annoncé à l'introduction. Sur ce graphique, nous voyons une analyse comparative, n'est-ce pas, des PIB réels en Afrique de l'Ouest pour 2 années, 1970 et 2023. Nous allons nous intéresser en fait à ce qui s'est passé sur cette période, donc qui vaut 53 ans, de 70 à 2023. Quels sont les pays qui se sont davantage enrichis? Quels sont les pays qui ont stagné sur la période et quels sont les pays, n'est-ce pas, qui se sont appauvris sur cette période?
Il convient d'abord de voir que ce qui frappe aux yeux sur le graphique, comme annoncé, c'est le poids économique éminent du Nigeria, qui a généré 550 milliards de dollars en 2023, donc soit près de 65% du PIB total de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, suivi ensuite par la Côte d'Ivoire, donc qui a généré 72 milliards de dollars, suivi du Ghana, donc ayant généré 71, donc le Ghana et la Côte d'Ivoire sont de coude à coude. Mais lorsque nous nous intéressons, n'est-ce pas, à la vitesse, n'est-ce pas, c'est-à-dire à la rapidité avec laquelle le PIB croît, sur ce plan, nous voyons que c'est l'économie du Burkina Faso qui croît le plus rapidement, donc avec 1001% d'accroissement de 1970 à 2023. Je note d'ailleurs que ici c'est un accroissement en valeur absolue, donc sur toute la période, dans les 53 ans, il y a l'augmentation du PIB enregistrée en 53 ans. Donc ceci est différent du taux de croissance annuel que nous allons voir par après, n'est-ce pas, pour le cas de la Guinée. Donc le Burkina Faso est l'économie qui croît le plus rapidement, même si son poids, n'est-ce pas, dans la balance globale de l'Afrique de l'Ouest est encore moindre. Donc en termes de croissance rapide, le Burkina est suivi par le Bénin qui a enregistré sur la période 707% et suivi en troisième place par le Mali qui a enregistré un taux d'accroissement global de 699, donc près de 700% sur les 53 ans. Vous allez me dire, mais quelle est la place de la Guinée dans tout cela? Nous voyons la Guinée a également enregistré une performance acceptable. Donc, elle est passée de 2 milliards de dollars en 1970 à 15 milliards de dollars en 2023. Donc, ce qui représente un accroissement global de 662%, donc avec la quatrième place. Malheureusement, dans cette analyse, nous voyons qu'il y a certains pays, notamment le Libéria, qui a connu un appauvrissement de 1970 à 2023. Vraiment, le cas en 1970, nous voyons que le PIB réel du Libéria était de 4 milliards de dollars, donc soit deux fois le PIB de la Guinée, puisque pour la Guinée il y a 2 milliards. Mais 53 ans après, le PIB du Libéria est toujours à 4 milliards de dollars, donc le PIB réel, alors que la Guinée a grimpé à 15. Donc, nous comprenons que la richesse du Libéria a baissé, donc une baisse de 20%, parce que les 4 milliards en réalité c'est un arrondissement, sinon c'est 3 milliards et quelques. Donc, le Libéria a enregistré une baisse de son PIB réel de 20% sur la période de 53 ans, malheureusement. Lorsque nous prenons également le cas de la Sierra Leone, c'est vrai, son PIB a augmenté, mais cette augmentation-là, sur 53 ans, elle est vraiment marginale. Lorsque nous prenons le taux de croissance annuel moyen, cela ne représente pas grand-chose. Et lorsque nous nous intéressons à l'histoire de ces deux pays, la Sierra Leone et le Libéria, nous comprenons que ce sont des pays qui ont connu la guerre à un moment de leur histoire. Et nous comprenons par là que la guerre, c'est un facteur exogène, donc extra-économique, qui a une influence négative, n'est-ce pas, sur la croissance des États. C'est donc un conseil pour nous autres. Voilà. Nous allons continuer notre analyse. Donc, ici, c'est une analyse beaucoup plus poussée, n'est-ce pas, de ce que nous venons de faire dans la slide précédente. Donc, ici, nous allons nous intéresser au PIB réel par habitant. Donc, la slide précédente, c'était le PIB réel, le global produit par le pays. Mais dans cette seconde analyse, nous allons nous intéresser
au PIB réel par habitant, c'est-à-dire le PIB réel divisé par le nombre d'habitants, pour s'intéresser un peu au potentiel de richesse que pourrait recevoir, chaque habitant. Et selon cet indicateur, ce n'est plus le Nigeria qui est premier en Afrique de l'Ouest. En termes de PIB par habitant, c'est le Cap-Vert qui vient en tête en 2023, avec un potentiel, donc un PIB réel par habitant de 4 196 dollars US par habitant. Donc, suivi par le Nigeria. Donc, le Nigeria a un PIB par habitant de 2416. Vous voyez, c'est pratiquement la moitié de celui du Cap-Vert. Donc, en troisième place, c'est la Côte d'Ivoire avec 2303 dollars par habitant. Donc, lorsque nous nous intéressons à la vitesse d'évolution du PIB par habitant, puisque c'est un indicateur beaucoup plus pointu par rapport au PIB global, en termes de vitesse d'accroissement du PIB par habitant, c'est le Burkina qui est en tête. Donc, nous avons vu dans la slide précédente que c'est l'économie qui évolue le plus rapidement. Donc, là, ça se comprend que le PIB par habitant également qui garde toujours la tête. Donc, mais suivi cette fois-ci de la Guinée. La Guinée, dont le PIB réel par habitant a connu une croissance de 127% de 1970 à 2023. Et la troisième place est occupée par le Mali. Nous allons nous intéresser, n'est-ce pas, à une autre catégorie de pays, c'est-à-dire les pays dont le PIB par habitant a connu une baisse sur la période. Toujours là, le Libéria, donc, qui a connu une baisse de 79%, n'est-ce pas, de son PIB réel par habitant. C'est vraiment une dégradation, n'est-ce pas, du niveau de vie qui est constatée là. Donc, il y a également le Niger qui a connu un appauvrissement sur la période, donc une baisse de 24% de son PIB réel par habitant. En troisième lieu, il y a la Mauritanie, donc, qui a connu une baisse de 11%. Mais tout ça, nous allons nous intéresser maintenant à l'aspect inégalité. Donc, lorsque la richesse globale s'accroît, quelles sont les inégalités? Quel est le niveau d'inégalité? En d'autres termes, quelle est la résorption, n'est-ce pas, du niveau des inégalités dans chaque pays? Donc, suivant cet indicateur, donc, qui est l'indice de Gini, donc l'indice de Gini est l'indicateur qui permet de mesurer le niveau d'inégalité dans un pays. C'est en quelque sorte la concentration de la richesse dans les mains d'une certaine proportion de la population. C'est ce que mesure l'indice de Gini. Et il faut noter que cet indicateur, en quelque sorte, lorsqu'il s'approche de 100%, ça veut dire que ce pays est très inégalitaire. Lorsqu'il s'approche de 0, ça veut dire que ce pays est très égalitaire, c'est-à-dire qu'il y a en fait il n'y a pas tellement de différence en termes de revenus entre les populations. Donc, ici, en Guinée arrive en tête de ce palmarès. Donc, au niveau de l'indice de Gini, la Guinée arrive en tête avec 30%. Donc, 30%, c'est en 2023, donc suivi par la Mauritanie, qui a 32%, suivi ensuite par le Niger qui a 33%. Voilà. Donc, nous allons passer à une dernière analyse, donc, qui est le taux de pauvreté. Donc, le taux de pauvreté, ici, c'est le taux de pauvreté à 2,5 dollars. Ça mesure en fait quelle est la proportion de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté de 2,5 dollars. C'est-à-dire, autrement dit, quelle est la proportion de la population qui gagne moins de 2,5 dollars par jour. Donc, c'est ce que cet indicateur mesure. Et nous voyons que le pays qui a
vraiment réussi à réduire le taux de pauvreté. En Afrique de l'Ouest, la Mauritanie arrive en tête, donc avec un taux de pauvreté de 10%. Donc ça veut dire que seulement 10% de la population mauritanienne vit en dessous du seuil de pauvreté de 2,5 $. Ici également, la Guinée est classée deuxième sur la base du taux de pauvreté avec 12%, euh, suivi par le Cap-Vert, avec 15%, toujours en 2023. Je rappelle que l'ensemble des chiffres générés ici, donc l'ensemble des chiffres que nous utilisons dans cette analyse sont des chiffres téléchargés, n'est-ce pas, sur le site de la Banque mondiale, donc au niveau de World Development Indicators. Donc ce sont des chiffres publics accessibles par tout le monde. Nous allons donc passer à une analyse beaucoup plus focus. Donc, au lieu des 16 pays, pour une représentation graphique, il serait un peu difficile. Donc, nous avons pris un échantillon de 6 pays pour représenter en quelque sorte la courbe du PIB réel sur la période de 1960 à 2023, c'est-à-dire au lendemain des indépendances, 1960 à 2023. Et nous voyons que la bonne nouvelle est que la plupart des courbes sont ascendantes. Donc, nous voyons notamment le Nigeria dont la courbe est très dynamique. Également la Côte d'Ivoire. Donc, ici, nous voyons l'économie burkinabé, dont la pente est vraiment ascendante également. Nous avons vu que c'est l'économie d'ailleurs qui croît le plus rapidement en Afrique de l'Ouest. La Guinée également ne s'est pas oubliée. Donc, l'économie de la Guinée et de la Côte d'Ivoire sont des économies qui croient de façon rythmée, beaucoup plus stable dans le temps. Mais lorsque nous voyons la courbe de Libéria, donc, ici il y a la légende en bas, vous pouvez voir les différentes courbes. La courbe de Libéria, nous voyons qu'en valeur absolue, il y a une baisse comme nous avons annoncé d'ailleurs, et la courbe de la Sierra Leone qui est vraiment stagnante. Nous allons continuer, n'est-ce pas, notre analyse. Ici, nous allons nous intéresser maintenant, nous focaliser sur la République de Guinée. Et il s'agit en fait, dans cette slide, d'évaluer l'incidence de la création de richesses, n'est-ce pas, sur l'amélioration du niveau de vie des populations. Donc, les indices, il y a la courbe du PIB réel donc, qui est là. C'est la première courbe, la courbe en bleu. Mais également, il y a la courbe en rouge qui est la courbe du PIB réel par habitant. Donc, nous voyons que la courbe bleue est très ascendante. Par contre, la courbe du PIB réel par habitant, la courbe rouge, a une tendance vraiment stagnante. Qu'est-ce qui explique cela? Que le PIB réel global croisse plus vite que le PIB réel par habitant. Il y a un autre indicateur qui n'est pas représenté ici qui explique cela en fait. Il s'agit de la croissance de la population. Puisque le PIB réel par habitant, c'est le PIB réel global divisé par le nombre d'habitants. Lorsque le rythme d'accroissement de la population est très accéléré, il va sembler que même si le PIB global croît vite, donc la valeur résultante va stagner forcément. Et c'est ce que nous voyons sur, n'est-ce pas, notre graphique. Mais fort heureusement, la bonne nouvelle est que l'augmentation du PIB réel en Guinée a une véritable incidence, n'est-ce pas, sur non seulement le niveau de pauvreté, donc mesuré par le taux de pauvreté, mais également sur l'indice de Gini qui est vraiment à une tendance baissière. Donc ces deux indicateurs, le niveau de pauvreté et l'indice de Gini, donc enregistrent des baisses progressives dans le temps. La conclusion est que la croissance du PIB a une incidence positive, donc favorable sur le niveau de vie des populations en Guinée. Et nous avons vu d'ailleurs dans les analyses précédentes que la Guinée se classe respectivement
premier et deuxième au niveau sous-régional, donc en termes de réduction des inégalités et en termes de réduction, n'est-ce pas, du taux de pauvreté. Donc, premier en termes de réduction des inégalités et deuxième en termes de réduction de la pauvreté dans la sous-région. Nous terminons donc cette analyse par un appel à chaque citoyen de nos États afin que nous comprenions ensemble que le développement est le fruit d'une approche collaborative. Ce n'est pas que l'apanage du président de la République ou du Premier ministre, encore moins du gouvernement, mais c'est le résultat, n'est-ce pas, de l'effort conjugué de l'ensemble des citoyens de chaque pays. Ensemble, lorsque nous prenons un exemple à Conakry, si chaque citoyen décide de ne pas jeter des ordures dans les rues, de ne pas, n'est-ce pas, vider les poubelles dans les caniveaux, cela va se traduire, n'est-ce pas, par une baisse des dépenses de curage des caniveaux, des dépenses de nettoyage. Puisqu'en économie, il y a un principe qui dit que chaque dépense en moins est une recette. Donc, ce sont des ressources supplémentaires qui vont être réalisées, n'est-ce pas, dans des secteurs beaucoup plus productifs comme l'agriculture, comme l'industrialisation de notre pays. Et à l'ensemble des fonctionnaires, je lance, n'est-ce pas, cet appel afin que chacun comprenne qu'il a sa partition à jouer pour le développement de notre pays, simplement par des actes basiques tels que décider, n'est-ce pas, de ne pas participer à la corruption, décider d'être davantage rigoureux dans son travail, ne serait-ce que par le respect des principes, n'est-ce pas, de l'administration. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et nous vous invitons encore à vous abonner toujours pour soutenir cette chaîne. Je vous remercie vivement. C'était Tanibala Sakouroudi, votre expert en analyse économique.